Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. 17 millions de dollars, c'est le montant qui a été investi dans les startups en 2023. Un chiffre qui représente seulement 0,5% des financements octroyés à l'Afrique. On parle bien évidemment du Maroc. En tout cas, les startups africaines ont capté près de 3 milliards de dollars, un montant en baisse de 39% par rapport à 2022, où elles avaient levé un record de 5,3 milliards de dollars. C'est en tout cas ce que révèle le rapport annuel du site Africa de Big Deal. Le Maroc a pourtant enregistré une hausse de 193% avec 81 millions de dollars de financement de capital risque en 2023 selon le rapport Magnit. Un financement qui bénéficie avant tout aux startups, ce qui a fait du Royaume le quatrième marché de la région MENA. Rappelons qu'une convention cadre pour l'accompagnement et le financement des startups a été récemment signée. Objectif, proposer les dispositifs d'appui à leur développement, faciliter leur approvisionnement au marché et favoriser l'émergence d'un écosystème digital compétitif à la fois sur le plan national et international. Quel avenir pour les startups au Maroc? C'est le sujet de ce soir. Et avec nous pour en parler, Monsieur Adnan Dioui, vous êtes président du Centre marocain, du Centre marocain pour l'innovation et l'entrepreneuriat social. Bonsoir. Bonsoir, Brim. C'est un plaisir de vous avoir. Toujours partagé. Un plaisir de vous avoir à nouveau. Donc faisons le diagnostic de la situation aujourd'hui au Maroc. Les startups, que se passe-t-il? Très bien. Je pense que déjà c'est important de comprendre quand on parle d'Afrique. En général, il y a 3 secteurs qui sont importants quand on parle de start-up. On a ce qu'on appelle les fintech, c'est-à-dire les start-up qui travaillent dans des domaines financiers innovants. On inclut la banque, l'assurance et la réassurance. Nous avons les health tech, toutes les questions qui sont relatives à la santé, et on a les questions qui sont relatives, les projets qui sont relatifs aux énergies, et peut-être en 4e catégorie, l'éducation. Ça, c'est les secteurs qui drainent le plus d'investissements, pas juste en Afrique, mais au monde. Alors, c'est important de savoir que la majorité des startups en Afrique qui drainent de l'investissement sont dans la fintech. Et donc là, c'est important de prendre en considération les cadres juridiques. Les pays qui attirent le plus d'argent sont des pays qui sont en général francophones, le Nigeria, l'Afrique du Sud, anglophone, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya et l'Égypte, qui ont une logique réglementaire qui est beaucoup plus propice au risque qu'un cadre juridique qui au Maroc est assez conservateur. Ce qui nous permet aussi de nous protéger, de protéger notre économie et la valeur de notre argent. Donc, en fait, et protéger les entreprises également. Exactement. Donc en fait, il y a ce qu'on appelle en anglais, il y a un trade-off. Donc il y a vraiment, à la fois nous avons un cadre juridique qui protège l'industrie classique, qui protège un peu l'économie, mais en même temps qui ne favorise pas l'émergence d'innovation dans des questions comme ça. Et là, pourquoi je donne cette information? Parce qu'il est important de comprendre que pour pouvoir investir dans une start-up, les investisseurs qui sont en général individuels ou privés cherchent des projets qui ont une forte rentabilité, des projets où il y a un marché qui est assez large, où les risques sont très faibles. Et donc là, les risques, on ne parle pas seulement juste des risques politiques, mais tous les risques économiques, les risques en termes de récupérer son argent. Moi, juste la semaine dernière, j'ai une start-up qui travaille dans les game tech qui m'a posé la question, on veut créer un projet au Maroc, mais on ne sait pas comment est-ce qu'on va ramener notre argent du Maroc, parce que la réglementation est assez contraignante par rapport aux capitaux étrangers. Donc selon vous, il faut travailler d'abord sur la réglementation. Donc il y a beaucoup de travail à faire. L'encadrement juridique. Voilà. Pour le rendre, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train de se faire sur ça, mais il faut encore le faire plus. Libéraliser plus? Pas libéraliser, mais rendre beaucoup plus souple. Avoir les garde-fous. Assouplir les procédures administratives. Administratives sur les questions des produits financiers. Parce que les produits financiers au Maroc, certes, on a une loi qui permet de faire le mobile banking ou le mobile money, mais elle est attribuée qu'à une certaine catégorie d'entreprises, donc ce n'est pas ouvert à tout le monde. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, alors, on a parlé sur la typologie de l'investisseur. Alors, c'est beaucoup de ces investisseurs-là, ils cherchent aussi de l'innovation. Alors, de l'innovation, c'est-à-dire, on peut rajouter de la technologie, on peut rajouter de l'IA, on peut rajouter des solutions qui sont disruptives. Moi, sur le rapport que tu as mentionné, c'est intéressant de lire comment au Bénin, il y a une start-up qui a
à elle seule, a levé 63 millions de dollars. C'est une start-up qui combine les deux, qui combine l'innovation et les énergies renouvelables. En gros, c'est une start-up qui fabrique des motos électriques. Électriques qui ont des marchés au Bénin, au Togo et au Rwanda. Et donc, c'est important de comprendre que quand on parle d'investissement, les investisseurs, ils cherchent des projets qui peuvent aller à l'échelle. Alors, aller à l'échelle, c'est-à-dire ne pas juste le fait de pouvoir rester dans ce petit village ou sa petite ville. Il faut bien commencer quelque part. Et on commence souvent petit pour devenir grand, justement. Alors, au Maroc, pas forcément. Au Maroc, il y a beaucoup de barrières culturelles. Dans l'idée où les gens commencent petits et tu restes petit. Nous n'avons qu'une minorité. Il faut essayer. Là, il faut tester pour savoir. Il faut commencer petit et rêver grand. Voilà, c'est ça. Et justement, moi, j'ai l'habitude de cohabiter dans les environnements des projets, des startups et autres. Mais la quasi-majorité des porteuses et porteurs de projets au Maroc, la quasi-majorité, 99% des cas, ils s'arrêtent, leur réflexion s'arrête à l'échelle de ce qu'ils peuvent voir. C'est pour ça que beaucoup d'étrangers arrivent plus facilement à créer des projets, à lever de l'argent, à convaincre nos pairs pour pouvoir aller et pouvoir avancer. Troisième point, ça a été mentionné dans l'introduction, la dernière convention, le Maroc a fait beaucoup d'efforts. Et là, je le dis en autorité, par rapport à beaucoup de pays dans la région, nous sommes parmi les premiers en termes d'efforts déclarés par l'État et les acteurs économiques pour pouvoir soutenir l'entrepreneuriat pour commencer. Justement, cette convention, elle facilite l'accès au crédit, déjà. Elle soutient financièrement les structures qui accompagnent ces startups. Donc, l'effort est là. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne finance pas les startups avec du crédit. Ça, c'est aussi une question de mindset. C'est qu'au Maroc, nous avons beaucoup cette idée, une fausse bonne idée, que pouvoir encourager l'entrepreneuriat, c'est d'encourager la facilité au crédit. Ça donne une chance à des jeunes mais justement, c'est pas... en qui on n'investit pas peut-être. Ben justement, c'est ça l'erreur qu'il ne faut pas faire. C'est que cet effort qui est fait sur le crédit, il faut qu'il soit fait en fonds d'investissement. C'est de rentrer en partenariat capital. Le crédit et la dette, mais les financements structurés par la dette, devraient venir après. Et c'est pour ça qu'on peut même faire un historique depuis le crédit jeune promoteur, avec Moukawaleti, avec Intelaka, avec la plupart des programmes qui ont été lancés. Il y a beaucoup de projets qui ont marché. Oui, mais là, on est en train de parler de 0,5%. Le financement international, voilà, international. Qui est investi au Maroc. Parce que c'est corrélé. Et justement, parce que c'est corrélé. Parce que les étrangers te disent qui en local, qui as-tu, qui est le partenaire, qui est le vis-à-vis. Et donc, vu que la majorité des programmes, je dis bien la majorité, pas tous et toutes, Dieu merci, sont dans une logique de crédit, qui est dans une logique bancaire, qui n'est pas une logique d'investissement. Aussi, nous avons, aussi information qui est aussi importante, depuis ces 5 dernières années, nous avons commencé à avoir des fonds d'investissement locaux qui commencent à investir directement dans des projets au niveau local. On peut nommer les fonds de l'UM6P, l'UM6P Ventures, la CDG Invest, différents types de programmes comme ça, mais qui restent des programmes institutionnels. Le challenge, c'est de pouvoir transformer l'institutionnel en privé et en particulier pour pouvoir vraiment créer cette vraie révolution de financement qui permettra de pouvoir ramener les moyens chez les jeunes qui ont de bonnes idées pour pouvoir les accélérer rapidement. Et qu'est-ce qui manque à ces entreprises marocaines aujourd'hui ? Alors, de quelles entreprises on parle ? Les startups. Celles qui sont... Celles qui veulent démarrer, qui veulent devenir grandes. Très bien, très bien. Alors, le Maroc de 2024, pour démarrer, il n'y a pas de problème maintenant. Il y a tellement de programmes qui donnent de l'argent au départ. Mais justement, il y a ce programme Innov Invest. Il y a Innov Invest, il y a des plus de programmes 450 startups qui ont été financées à travers l'écosystème. Donc sur ces 450, le chiffre d'affaires réalisé est d'environ 300 millions de dirhams et 40 brevets, nouveaux brevets. Donc quand on a investi, même si c'est institutionnel, on peut quand même aider les entreprises à démarrer. C'est ce que je suis en train de dire. C'est que maintenant, pour commencer, un jeune, une jeune au Maroc n'a pas d'excuse pour commencer. Les moyens sont là. Il y a des moyens qui sont gratuits, comme les fonds INDH, qui donnent jusqu'à 100 000 dirhams gratuitement. Ce n'est pas un crédit.
C'est-à-dire beaucoup de jeunes ne connaissent pas que ça existe. Il y a des programmes type Força et des programmes beaucoup plus avancés comme Innovinvest et des programmes qui sont lancés. Mais ça, c'est des programmes pour l'amorçage. Là où il y a le problème est là, c'est les montées en échelle. C'est après l'amorçage. C'est après avoir commencé sur le marché, comment est-ce que je peux monter en flèche. C'est cette partie d'investissement qui est toujours en manque au Maroc et nous n'avons pas encore assez pas d'argent, mais assez de mécanismes de financement qui vont permettre de pouvoir faire ça. Alors, donc, qu'est-ce qui manque? Les levées de fonds? Les levées de fonds qu'on a pour démarré. Pour la partie échelle. Après comment ça marche, ces levées de fonds? Alors, comment ça marche en général? En général, pour voir où est-ce que ça bloque. Alors, en général, si quelqu'un a comme on l'a dit, un proof of concept, c'est-à-dire un projet qui a testé, qui a été validé, il va chercher ce qu'on appelle les business angels. On va chercher les fonds d'investissement à risque. Mais là, on parle du petit montant, c'est-à-dire moins de 500 000 dirhams, pas les grands montants. Et pas les banques. Les gens ne partent pas dans les banques à ce niveau-là. Donc, ils cherchent, c'est des investisseurs partenaires. Et donc, en cherchant ces structures-là, au Maroc, ils ne sont pas forcément structurés, et qui n'existent pas forcément, parce qu'on n'a pas encore de cadre légal qui donne. C'est la question du départ tout à l'heure. Et donc, tu cherches cet investisseur ou ce business angel qui rentre en toi en partenariat, en actionnariat minoritaire dans le capital. Comment? À travers une due diligence, des projets, des concept notes. Après une période de 2 ans, 3 ans, que le projet arrive à une certaine maturité, c'est-à-dire qu'il a commencé à générer des ressources. Il devient profitable, ben là, il faut qu'on fasse une deuxième levée de fonds. Une deuxième levée de fonds, là, on n'est plus chez les petits, chez les angels, chez les moins de 500 000. Là on est beaucoup plus sur un montant plus élevé. Ce qui se passe aussi au Maroc maintenant, c'est qu'à partir de la première étape amorçage que l'échelle, on a aussi beaucoup de jeunes qui quittent leur projet. Ils quittent. Mais abandon après échec? Elle n'a pas échec, durant. Parce qu'après échec, c'est normal. Après échec, c'est normal parce que je vais faire autre chose. Là, on parle de durant. Alors, ils vont faire 2 choses. Soit ils partent à l'étranger, parce qu'il y a différents programmes étrangers comme les French Visa Tech, le Startup Spain, etc. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'ils tentent leur start-up ailleurs, c'est ça? Ailleurs, parce qu'ils sont meilleurs, ils sont absorbés avec des meilleures conditions d'accès aux ressources, d'accès à l'investissement plus facile. Alors justement, comment aujourd'hui au Maroc on peut faire mieux par rapport à ça? Juste une deuxième question. Donc ils quittent au milieu de route ou ils sont recrutés et absorbés par de grosses structures. Oui, ça c'est partout. Partout, pas beaucoup. Hein, pas non, on en a beaucoup ici. On a ici, beaucoup, mais ailleurs aussi. Mais pas autant. Donc ils sont recrutés dans de grandes boîtes. Parce que c'est des profils qui sont très bien. Mais justement, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire mieux avec les programmes qui sont en place ou peut-être des propositions pour de nouveaux programmes pour garder ces jeunes pousses ici au Maroc et qu'elles soient incluses au niveau de l'économie nationale, qu'elles permettent de créer des emplois, plus d'emplois et créer une nouvelle donc, dynamique et impulsion qui soit bénéfique pour avoir notre pays. Plus simplifier et avoir plus de ressources sur la partie échelle et dépasser la vallée de la mort. Qu'est-ce que je veux dire par dépasser la vallée de la mort? C'est que maintenant, si moi j'ai une start-up que j'ai commencé à générer un peu d'argent, je ne sais pas à qui m'adresser pour pouvoir lever mes 2 millions, mes 3 millions, mes 5 millions, mes 10 millions de dirhams. Donc sensibiliser peut-être? Alors, il faut qu'on ait déjà beaucoup d'investisseurs qui sont ouverts à ça. On n'en a pas beaucoup. On peut les nommer, on est à 5. Pas beaucoup. Déjà, il faut que ces 5, il faut que ça devienne 100. D'accord. Et ces 5-là, ce qui s'est passé actuellement, c'est que beaucoup de ces 5-là, maintenant, ils ont commencé à investir dans la diaspora. Ce qui est très bien. Mais ça ne répond pas à la problématique de base du pays. Au niveau national. Du niveau national. Alors, moi, je pense que ce que l'État devrait faire, c'est la même chose que l'État fait avec les investisseurs étrangers dans l'infrastructure. C'est donner les mêmes conditions avantageuses, fiscales, comme ce que le Maroc fait avec Renault ou autres, de le faire avec une personne qui va investir dans un projet. Il y avait un essai... Et là, le risque, il est à quoi? Parce que tout à l'heure, vous disiez qu'au niveau de la loi, on se protégeait énormément. Beaucoup.
Donc, en faisant ce que vous êtes en train de dire, est-ce C'est qu'on... faire de la mitigation du risque. Et pour... En 2017, il y avait un début, il y avait un petit début. Il y avait dans la loi de finances, il y avait un abattement fiscal pour des gens qui voulaient investir jusqu'à 500 000 dirhams. C'est un début, c'est un très bon début. Là, il faut continuer à faire ça. Alors, la question du risque, quand l'État s'engage dans une usine qui va créer au final 200 emplois, ou 100 emplois, avec 100 milliards de dirhams. On parle des entreprises qui vont marcher. Exact. Mais même ça, on ne sait pas. Mais même ça, on ne sait pas. Parce que le capital n'est pas ici. Et donc, en fait, moi, ce que je dis, c'est d'utiliser la même démarche de garantie vis-à-vis des locaux pour qu'ils puissent investir dans des projets. Et bien sûr, il y aura de la fraude, c'est normal. Mais si on a 1% de fraude et 99% de réussite, il faut qu'on se concentre sur la réussite pour pouvoir avancer. Il faut donc tenter. Ah, mais ça c'est clair, parce que l'entrepreneuriat, c'est tenter. C'est tenter. Si tu ne tentes pas, tu ne sais pas. On ne peut pas savoir. Absolument. Donc, on parle des startups. Aujourd'hui, des startups qui marchent, en tout cas demandent l'innovation, la recherche et développement. C'est aussi des financements. Et il y a aussi l'intelligence artificielle qui rentre en jeu aujourd'hui. Comment ne pas rater ce cap aujourd'hui au Maroc de l'intelligence artificielle, sachant que nos modes de vie ont déjà changé, l'intelligence artificielle est déjà là, et on la vit au quotidien. Donc comment s'adapter et ne pas rater ce cap? C'est la question à $1 milliard. Oui. Parce que c'est aussi une question de ressources, de moyens. On en parlait en off au début de l'émission, c'est que des fois, quand on parle de certains problèmes, c'est que c'est tellement grand qu'on ne sait pas où commencer. Si on n'implique pas, on n'intègre pas cette intelligence artificielle dans l'enseignement primaire, on ne va pas préparer les générations du futur. Et c'est là où sont les opportunités. Parce qu'on ne peut pas être en compétition avec les Google, les DeepMind ou les États qui mettent des milliards et des milliards de dollars dans ces technologies de rupture. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se préparer à pouvoir les adapter. On peut se préparer à créer nos propres solutions qui correspondent à nos besoins nous-mêmes et aux besoins de l'Afrique. Pour revenir parce que l'Afrique, c'est des Afriques, on n'a pas qu'une seule Afrique. Et donc de se dire comment est-ce que je peux, par exemple, répondre à la question de l'accès à l'information à travers l'IA. Les solutions voice-to-speech, les solutions de reconnaissance faciale. Utiliser ces solutions-là pour améliorer le service public dans l'hôpital. C'est de cette manière-là qu'on peut utiliser ces IA-là, ces technologies, pour répondre aux besoins de l'Afrique aujourd'hui. Et créer des opportunités économiques. Pourquoi? Pour une jeunesse en pleine croissance. Exactement. Parce que moi, en tant qu'investisseur, et tu me dis, moi j'ai un projet qui va transformer le dossier médical, qui n'existe pas au Maroc, le dossier médical dans l'hôpital public, avec un marché potentiel de 20 millions de consommateurs, je me dis, il y a quelque chose. Mais là, si je n'ai pas, toutes les questions tout à l'heure, le cadre réglementaire qui est souple, si je n'ai pas l'accès à l'argent rapide, parce que la rapidité, moi j'avais lancé un projet avec une banque internationale, 500 000 $, 6 millions de dirhams. Le jour où l'accord du projet a été effectué, le virement a été envoyé le lendemain. D'accord. Parce que dans leur logique, c'était quoi? C'était on va vous donner les ressources, on va vous contrôler après. Il y a des délais, bien évidemment. Mais on a reçu la totalité de l'investissement le lendemain. Pourquoi? Pour qu'on n'ait pas de retard, nous. Et les délais de contrôle, comment ça se passe? C'est à la fin. À la fin du projet? À la fin du projet. À la fin du projet. Si c'est un projet qui est projeté sur 10 ans, on attendra 10 ans. 5 ans. D'accord. 5 ans, ça reste aussi pas mal. C'est pas mal aussi. Alors, on avait des reportings administratifs, pas administratifs dans le sens où est-ce que l'argent était dépensé là. Où est-ce que vous en êtes à la réalisation des projets, des résultats? Et ça, c'est toute une différence entre une logique anglo-saxonne et une logique de contrôle classique. Et dans le cas où on ne répond pas aux objectifs qui avaient été fixés, qu'est-ce qui se passe pour l'entrepreneur? Dans ce cas, par exemple, dans ce cas-là, on va repayer. Il faut rendre les... On va repayer des pénalités.
Très bien. On arrive déjà au terme de cet entretien, mais en moins d'une minute, en une trentaine de secondes, et là je viens d'en faire perdre 10, quelle perspective d'ici 2030 pour le Maroc? Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Mais si ce potentiel-là, on ne le saisit pas en désapprenant beaucoup de mauvaises pratiques, on ne peut pas le saisir. Donc désapprendre, réapprendre et apprendre, et de commencer petit et rêver grand. Très bien, on restera sur donc ce dernier message, commencer petit et rêver grand. Merci à vous, Monsieur Adnan Merci. Oui, je rappelle que vous êtes président du Centre marocain pour l'innovation et l'entrepreneuriat social. C'était un plaisir de vous avoir. Donc c'est la fin de cet entretien. On se retrouve demain pour un nouvel invité. Merci à vous pour votre fidélité. Bonne soirée.